É um prazer estar com essa casa cheia para essa noite tão especial. Em 2022, nós iniciamos o ciclo de debates Imaginar Futuros, Meio Ambiente e Imagens, que tinha como propósito pensar as relações entre cultura e natureza. A proposta do ciclo, nascida dentro de um instituto cultural, tinha as artes visuais como um dos seus campos principais e a produção artística como um disparador para estabelecer aproximações com campos como a antropologia, a literatura, a filosofia, o cinema e tantos outros. Mas, se nos propomos a falar de natureza e meio ambiente, a realidade desse novo regime climático, vivida na pele em dias como o de hoje, faz com que os projetos vigentes de mundo clamem por uma maior diversidade de representações e cosmologias. Imaginar futuros é também uma operação de resgate e a necessidade de revivermos saberes de povos originários negligenciados secularmente pelas sociedades ocidentais. A cultura tem um papel central na revisão, atualização e produção de imaginários, epistemologias e paradigmas que reposicionem nossa relação com aquilo que chamamos de natureza. Numa civilização da imagem, saturada por esse volume e pela efemeridade, imaginar é também traduzir e questionar quais são as imagens e como elas podem provocar rupturas e leituras renovadas. É por isso que estamos aqui hoje. Essas duas perguntas são cruciais à mesa que nos formamos. E trata, como o próprio título nos diz, das formas do visível. Uma feliz coincidência entre a agenda desse ciclo e o lançamento do livro do antropólogo Philippe Descola, que realiza uma extensa mirada na produção imagética de uma diversidade impressionante de culturas e é lançado as bases teóricas de uma antropologia da figuração. É muito difícil, chega até a ser quase impossível, resumir a trajetória da produção desses dois nomes que estão aqui conosco para discutir essas formas do visível. Vou fazer uma breve introdução desses mini-bios tão extensas. O Philippe Descola é formado em filosofia pela École Normale Supérieure, fez seu doutorado em antropologia, sob a orientação de nada menos que Claude Lévi-Strauss, e tem uma tese baseada em seu trabalho de campo junto à Amazônia Equatoriana entre 1976 e 1979. Ele ensinou na École des Hautes Études em Ciências Sociais em 2000 e foi nomeado para uma cátedra de antropologia. Em 2012, recebeu a medalha de ouro do Centro Nacional de Pesquisa Científica. E suas pesquisas investigam os modos de socialização da natureza, as formações de noção de natureza e cultura. Muito curiosamente, próximo com todas as investigações que a gente está pensando aqui desde o ano passado. Manuela Carneiro da Cunha é antropóloga, docente da USP desde 1984 e reconhecida por seu ativismo em prol da causa indígena. Em 1967, formou-se em matemática pura pela Faculdade de Ciências em Paris e, em seguida, participou durante 3 anos de seminários de Claude Lévi-Strauss. De volta ao Brasil, em 1970, ingressou na pós-graduação em Antropologia Social na Unicamp, onde também lecionou. Em 78, engajou-se na defesa dos direitos indígenas no Brasil e foi cofundadora da Comissão Pró-Índio de São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Antropologia. Em 94, se tornou full professor no Departamento de Antropologia da Universidade de Chicago. Em 2004, também foi conferencista em Paris e recebeu, entre outros prêmios, o Prêmio Érico Vanucci Mendes, em 1992, e academia, e um prêmio e medalha na Academia Francesa de 1993. Foi agraciada em 2002 com o prêmio Chico Mendes do Acre e, desde 2002, é membro da Academia Brasileira de Ciências. Antes de começar a nossa conversa, que passa por uma palestra pelo próprio Philippe Descola e seguida de uma apresentação da Manuela, eu queria agradecer a ambos pela participação, também ao patrocínio do BNP Paribas, o apoio da Embaixada da França para a realização desse encontro,
o apoio institucional da Aliança Francesa, da CULT, da Editora 34, do Instituto Francês e da Editora Ubu. E queria deixar já aqui formalizado a autorização do uso de imagem, que vai estar passando por todos vocês, uma vez que o evento está sendo filmado, e informar que a gente vai passar com cada um de vocês uma assinatura para que a gente deixe isso à disposição de todos. E, mais à frente, tudo o que está sendo documentado aqui vai estar na internet para a gente poder também dar acesso a quem não pôde estar aqui. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e uma ótima mesa. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela apresentação também. E acho que eu vou inverter a programação, no sentido que eu não vou... enfim, que eu entendo o meu papel aqui como uma apresentadora do Philippe e do seu último livro, né? Mais recente livro. E queria agradecer também à Editora 34 e quero dar um elogio especial à tradução e à tradutora, porque, como eu vou dizer rapidamente, é que o Philippe escreve de um modo clássico, né? E tem uma elegância na escrita que é muito sedutora, que é muito bonita e que é muito rara hoje em dia, né? Então, sempre imaginei como seria difícil traduzi-lo. E eu acho que a Mônica Calil teve um papel importante nessa tradução, que não é fácil justamente por causa de todas as suas qualidades, né? Então, quero dar enfim, uns parabéns específicos para você, Mônica. E antes de entrar, digamos, numa apresentação propriamente das grandes linhas, grandíssimas linhas do livro que vai ser apresentado aqui, eu queria continuar a falar um pouquinho do estilo dele, porque há uma coisa que sempre me agradou na prosa do Philippe, desde o primeiro livro dele, que foi um livro extremamente importante, né? Foi mencionado aqui que ele escreveu esse livro como uma tese depois de trabalhar no Equador com os Achuar, um povo indígena, mas o que é importante também naquele primeiro livro é que ele mudou e deu, de certa forma, uma palavra final a um debate que estava em curso naquela época, que era se, afinal, as culturas... Estou simplificando muito, tá? Mas se as culturas indígenas eram, digamos, uma resposta adaptativa a um tipo de natureza, e, em particular, havia subespecificações, como, por exemplo, se o problema era a limitação da proteína animal, que levaria a um certo tipo de civilização, né? Mas, quer dizer, de agricultura, de caça, etc., né? E das próprias instituições, né? Ou se essa extraordinária riqueza cultural, né, civilizacional dos povos indígenas vinha da sua própria criação, né? Estou sintetizando meio barbaramente, mas basicamente é isso. E o Philippe, isso naquela época, se dividia em duas escolas. Havia os idealistas de tradição francesa, né? E havia os americanos, que sempre tinham uma variante dessas teorias, né? Que eram essas teorias, por exemplo, essa da limitação das proteínas, que era um bom exemplo desse período
e dessa discussão. E essas duas escolas simplesmente não se falavam. E o que o Philippe fez nesse livro, que foi muito importante, por várias razões, mas uma delas foi exatamente que ele testou no campo o que era resultante, digamos, de determinações ecológicas, físicas, o que seja, né? E de proteínas, inclusive, né? E o que não era, e o que era muito além dessa determinação. Então, acho que isso abriu resolveu um problema, no fundo. E eu acho que esse foi um livro que causou muito impacto. E também causou muito impacto pela maneira como ele descreveu vários aspectos. Ele e a mulher dele, Anne-Christine Taylor, que é também uma excelente, maravilhosa antropóloga, e que, na pesquisa entre os Achuar, se encarregou de todo o universo feminino, e, em particular, da agricultura, que era um domínio feminino, em quase toda a Amazônia, aliás, né? Então, é uma colaboração também extremamente importante. Eu acho que é um casal que soube cooperar de modo extremamente fecundo. E para voltar ao lado do estilo, tem uma coisa que eu sempre gostei, desde esse primeiro livro do Philippe, que foi o uso do que se chama palavras de ofício. Palavra de ofício bom, esqueci de falar o nome do primeiro livro, chama-se A Natureza Doméstica. Tá? Talvez vocês já tenham visto. É de que ano? 79? Não. 83. Hã? 83? 83. Tá. O original, né? Foi traduzido espanhol e muitas outras línguas também. Infelizmente, não está traduzido em português, né? Não. E é uma pena, porque até hoje é um guia de como fazer boa antropologia. Está aí. uma sugestão. Mas já lá, nesse primeiro livro, uma das coisas que eu gostei muito é o domínio da língua. No caso, o domínio não só da língua, no caso era a língua francesa, e Achuar também, mas, sobretudo, o gosto de chamar as coisas pelo nome mais apropriado. E é isso que eu chamo de nome de ofício. Nome de ofício são os nomes específicos, são as palavras específicas que especialistas, seja porque praticam ou porque estudam uma atividade ou uma disciplina, empregam, e que são detalhes, são nomes que mostram o conhecimento detalhado desse ofício, né? Por exemplo, um jardineiro ou um agricultor vai falar de uma leira, coisa que nem sempre um antropólogo ou qualquer outro, né, sabe empregar. E o Philippe sabe empregar isso, e isso dá uma acuidade, né, às descrições que ele faz, que são preciosas, que também são uma maneira de dirigir o olhar do leitor para o detalhe, né? Basta vocês pensarem em qualquer, sei lá, um pianista, mas também um afinador de piano, e também um mestre de obra, mas também um arquiteto, né? Todos eles têm esse domínio de um vocabulário que é muito mais preciso do que o vocabulário geral do homem leigo, né? E que dá uma profundidade e um sentido de observação muito importante. Então, a etnografia do que o Philippe faz, já nesse livro inicial, é uma etnografia muito sensível, exatamente traduzida
entre outras maneiras, pelo uso desse vocabulário tão preciso, né? E eu acho que isso enriquece extraordinariamente as descrições que ele faz. E eu acho que, realmente, Philippe, neste livro, em particular, agora, ele é um mestre das descrições, porque o que vocês provavelmente vão ver aqui, ele mostra imagens, mas nos mostra também como interrogar essas imagens, como descrevê-las, como vê-las em profundidade, como, enfim, uma maneira de se aproximar das imagens que é um ensinamento. E eu acho que isso é uma virtude muito grande, né? Ele olha no detalhe. Eu acho que ele comunica uma forma de perceber, e aqui eu uso perceber no duplo sentido que tem em português, que é, por um lado, se refere à percepção, mas perceber também é entender em português, né? Então, essa compreensão do detalhe e do entendimento, vamos dizer assim, é uma coisa que a gente aprende nesse livro. Eu acho que é uma contribuição muito grande em si mesmo, né? Agora, Philippe é também um antropólogo com teses importantes, analíticas, né, que ele desenvolve ao longo de vários livros, né, e com a mesma maestria, né, que ele tem para fazer as descrições. Vou parar de falar do estilo, mas vou dizer ainda uma coisinha que eu acho importante, é que a maneira dele nos convencer com os seus argumentos é também uma maneira muito envolvente. Ele nos pega pela mão para que a gente acompanhe e, no fim, chegue à conclusão que ele está defendendo. E o estilo é, em geral, uma frase lapidar no final de toda uma argumentação, uma frase que se torna uma frase exemplar, né? Mas não vou me alongar mais nisso aqui e vou só falar um pouquinho mais de algumas ideias, alguns conceitos que estão na base do livro e que, portanto, provavelmente vão ser mencionadas aqui pelo Philippe. Basicamente, a ideia inicial é que a humanidade não vive num mundo só. Bom, isso parece muito sibilino, né? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que há grandes grupos humanos em continentes completamente diferentes entre si, não tem nada a ver com a história nem a geologia, né, dos continentes, mas que são grupos humanos que consideram que o mundo está composto, né, de seres com características específicas. E essas características específicas desses seres é o que se chama, de modo geral, de ontologia, né? Quer dizer, cada um desses universos, cada um desses mundos em que esse grupo mora, vive, acontece, né, é pensado como povoado por seres que não são os mesmos seres que outros grupos reconhecem. Então, essas ontologias, que é um tema que ele desenvolve bastante em outros livros, mas são mundos diferentes. No fundo, são mundos diferentes. Nós, isso ele vai explorar bastante, nós estamos vivendo num mundo, atualmente, né? Isso tem um marcador histórico, sim, né? Mas um marcador histórico para nós ocidentais, não necessariamente para outros povos, né? É um mundo que é diferente, por exemplo, do mundo em que indígenas ou os habitantes da tundra boreal, né, lá no extremo norte do globo, têm, porque eles entendem que existem
seres diferentes dos nossos. Então, nesse sentido, diferentes daqueles que nós reconhecemos como existindo. Existir, na realidade, não é só isso. As grandes diferenças estão, por um lado, entre a nossa pretensão de ocidentais modernos de que só a humanidade tem uma consciência reflexiva e que os outros seres não têm. Existem muitas sociedades que, ao contrário, não é, acham que todos os seres que existem têm uma consciência reflexiva. Não é? Então, os animais têm uma consciência reflexiva. Até as pedras, as montanhas, a terra, os rios, né, têm uma consciência reflexiva. E a isso o Filipe chama de uma ontologia, um regime, né, um regime animista. Então, os exemplos clássicos são, por exemplo, os indígenas da Amazônia, não só da Amazônia, mas não, por exemplo, os indígenas do noroeste dos Estados Unidos, que tem uma outra visão, né? E não... então, vou ficar nesse exemplo, né? Animismo é essa ideia de que todos têm alma, todos têm espírito, todos têm consciência, e que os bichos se veem internamente como, e têm consciência de si, como os humanos se veem a si mesmos. Tá certo? E isso ele vai... Eu vou depois falar rapidamente das outras categorias, mas o ponto deste livro, em particular, é como isso se reflete na figuração, como a imagética, né, tem a ver com essa ontologia. Né? Como é que essas representações têm a ver com a ontologia de um grupo humano. Né? Então, os outros tipos que ele usa, né, uma espécie são mais três. Ele fala deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum. Não, ele fala do totemismo. Totemismo ele define. O exemplo clássico são os australianos, né, os aborígenes australianos. E ele define como sendo, digamos, a ideia de que existem protótipos, né, protótipos gerais, e que seres de várias, sejam humanos, sejam partes da paisagem, sejam animais ou o que seja, fazem parte e têm correspondências com esse protótipo. Não é? Então, essa é uma outra maneira, isso leva, melhor dizendo, a uma outra maneira de figurar, um outro tipo de figuração. E a terceira forma de ontologia que ele destaca é o que ele chama de analogismo. Analogismo pode parecer que é a mesma coisa que o totemismo, mas não é. Na realidade, é o contrário. É não pensar em protótipos, mas pensar em correspondências, em analogias entre mundos muito diferentes. Por exemplo, entre os signos do zodíaco, os astros no céu, e a vida, ou as opções, ou o caráter de humanos. Né? É uma coisa que é bastante conhecida e que também existe entre nós. Né? Mas isso também tem uma expressão figurativa própria, né? Que, no nosso caso, eu acho que talvez um dos exemplos mais importantes é a pintura medieval. Né? Exemplos só. Né? Então, finalmente, a última é o que eles chamam uma ontologia, um regime de ontologia naturalista. E esse regime naturalista é aquele em que justamente, a gente acha que só nós é que temos um espírito e uma consciência de nós mesmos. E uma das consequências desse regime, ou
do ponto de vista da imagética, da figuração, é que, de repente, se começa a tentar imitar, né, na imagem o que o olho humano vê. Né? Então, isso é, digamos, ligado, como ele mostra, à Idade Moderna, né? É ligado também a invenções tecnológicas e técnicas importantes, entre elas a técnica da perspectiva linear, né, que aparece na Itália, e também outras técnicas que são inventadas, em primeiro lugar, nos Países Baixos, na Holanda, né, a partir do século XV, mas, sobretudo, a partir daí, e com auge, século XVII, etc. Então, no fundo, esse livro é sobre a relação entre os mundos em que as pessoas vivem, né, e as figuras que produzem. Então, vou ficar por aqui, já falei demais, mas espero ter ajudado para... ou estraguei a surpresa. Então, muito obrigada. Je voudrais commencer par remercier l'Istituto Tomi Otake pour l'hospitalité qu'il nous offre ce soir. Je voudrais aussi inclure dans ces remerciements Samuel Titan et l'Editora 34 qui a publié ce livre en portugais. Et c'est la deuxième traduction en une langue étrangère, et je suis très content que ce soit au Brésil que ça se passe. Je voudrais remercier aussi le consulat de France à São Paulo qui a rendu possible ma visite ici. Ce n'est pas la première visite à São Paulo, j'y reviens toujours avec plaisir, notamment parce que ça me donne l'occasion de revoir ma vieille amie Manuela, que je remercie aussi chaleureusement pour les paroles de présentation extrêmement généreuses qu'elle vient de prononcer. Je voudrais aussi m'excuser de ne pas parler de portugais. Je parle correctement l'espagnol, mais je n'ai jamais fait l'effort suffisant pour apprendre le portugais. Et donc, merci de votre patience, de m'écouter à travers une traduction. Bon, chacun sait que les images ne parlent pas d'elles-mêmes. Et depuis l'invention de l'histoire de l'art, avec Winkelmann en particulier, on sait aussi que c'est le rôle des experts d'éclairer le public sur tel ou tel type d'image qui relève de leurs compétences et de faire en sorte qu'un amateur passionné puisse saisir quelque chose des intentions d'un sculpteur mélanésien, d'un peintre espagnol du siècle d'or, ou d'un porteur de masque du Brésil central. Mais l'amateur apprendra cela par bribes, en lisant des catalogues, en lisant des ouvrages savants, qui sont autant de mise en lumière d'une esthétique particulière. Mais il ne pourra se repérer dans la forêt des images qui peuplent nos musées et notre vie quotidienne qu'en se raccrochant à des catégories conventionnelles, purement descriptives. Il s'agit essentiellement de catégories historiques et géographiques. Il y a des musées des beaux-arts qui abritent des collections d'art européen classées par période. Il y a des musées d'art asiatiques qui abritent des objets que nous avons pris l'habitude de considérer avec les mêmes critères que les objets d'art occidentaux. Il y a des musées ethnographiques où l'on stocke tous les objets qui ne proviennent pas d'Asie ou d'Occident au sens large, et où l'on expose certains de ces objets qui ont peu à peu acquis le statut d'œuvre d'art. Il y a des musées des sciences et des techniques où l'on trouve des machines et des représentations bidimensionnelles et tridimensionnelles qui n'avaient pas de vocation artistique à l'origine, sans parler bien sûr de l'immense masse des images de toutes sortes qui nous assaillent
sur les murs des villes, dans la presse et sur les différents écrans que nous visitons chaque jour. Mais ces subdivisions de pure convenance n'éclairent guère les relations et les contrastes entre les images. Au-delà des contextes singuliers de leur production et de leur réception, au-delà des affinités de style, d'expression et de technique propres aux périodes historiques et aux aires culturelles, existe-t-il dans cet immense fourmillement de formes, de supports et de représentations iconiques des schèmes figuratifs communs qui ne s'expliqueraient pas exclusivement en termes de traditions culturelles locales. L'objectif de mon livre « Les formes du visible » est d'apporter une réponse à cette question. Le fil conducteur du livre, Manuela vient de le dire, repose sur l'idée que l'on ne représente que ce que l'on perçoit ou imagine, et que l'on ne perçoit et n'imagine que ce que l'on a appris à discerner dans le flux des impressions sensibles et à reconnaître dans les méandres de notre imagination. Or, cette mise en forme du discernement dépend des qualités que nous avons l'habitude de prêter ou de refuser aux objets qui nous entourent ou à ceux que nous imaginons en notre fort intérieur. En général, ces qualités forment système au sein de ce que l'on appelle traditionnellement des ontologies. Manuela a évoqué ce terme qui est devenu plus courant depuis quelques années en anthropologie. Je l'utilise depuis une trentaine d'années maintenant. Un mot d'explication. En Europe et en Amérique du Nord, par exemple, les vaches, les camions et le soja transgénique ne sont pas traités comme des sujets moraux. Ils n'ont pas de représentants directs au Parlement, bien que beaucoup parlent en leur nom. Ils n'ont pas de droit intrinsèque. Ils ne peuvent pas être poursuivis en justice. Et cela vient du fait que dans notre ontologie moderne, les humains et les autres qu'humains sont perçus en bloc comme ayant des qualités très différentes. Et bien que la chimie et la physique des corps humains ne se distinguent pas de celles des corps animaux et végétaux, ni même de celles des artefacts, le fait que les humains parlent, qu'ils conçoivent et appliquent des règles, qu'ils inventent des techniques, a suffi pour nous, modernes, à en faire une classe d'êtres à part. Ailleurs dans le monde, là où d'autres ontologies se sont développées, une telle dissociation n'a guère de sens et au contraire, on aura tendance à traiter les autres qu'humains comme des humains en raison des qualités sociales ou cognitives qu'on leur attribue. On trouvera alors normal, en Amazonie par exemple, de demander à un animal que l'on chasse de ne pas se venger ou à une hache que l'on vous a prêtée à contre-cœur de ne pas vous causer de douleurs musculaires. Si, en tant qu'anthropologue, je me suis aventuré dans le monde des images, c'est parce que je suis convaincu que la tâche de l'anthropologie n'est pas de fournir des descriptions denses, pour reprendre l'expression célèbre « thick description » de Clifford Geertz, grand anthropologue américain, donc des descriptions denses d'institutions spécifiques, d'habitudes culturelles ou de pratiques sociales. Ça, c'est le travail de l'ethnographie. Et c'est aussi un travail fascinant qui donne beaucoup de satisfaction, mais ça n'est pas le travail de l'anthropologie. La tâche de l'anthropologie, c'est plutôt de mettre en lumière ce qui constitue les styles distinctifs de l'action et de la pensée humaine, de comprendre leur mode de combinaison et de cartographier leur distribution. Ces styles d'action, on doit les comprendre comme des schèmes cognitifs et sensorimoteurs, de pratiques, en partie innés,
en partie résultant des processus concrets d'interaction entre organismes, c'est-à-dire des manières pratiques d'intégrer le soi avec l'autre dans un environnement donné. Ces schèmes cognitifs régulent les habitus, guident les déductions, filtrent les perceptions et sont en grande partie le produit des possibilités offertes par le monde à un esprit spécifiquement humain. Une fonction fondamentale de ces schèmes est d'attribuer des identités, en regroupant ou en dissociant des éléments du monde vécu qui semblent avoir des qualités similaires ou dissemblables. Et donc mon argument, c'est que l'une des caractéristiques universelles de l'esprit humain, dans laquelle ces dispositions sont enracinées, est la conscience d'une dualité entre les processus matériels, ce que j'appelle physicalité, et les états mentaux, que j'appelle intériorité. Cette hypothèse, elle découle d'études en psychologie cognitive, notamment en psychologie du développement. Elle découle aussi de la littérature ethnographique sur la conception de la personne, sans parler de certaines intuitions philosophiques. En utilisant cette grille universelle, les humains sont en mesure de souligner ou au contraire de minimiser certaines continuités et certaines différences entre les humains et les autres qu'humains. Ainsi, sur l'axe de la physicalité, Manuela a évoqué ceci il y a un instant, on peut soit percevoir tous les corps physiques comme fondamentalement régis par des principes naturels identiques, soit être conscient de leurs différences et en déduire que ce qui distingue les différents types d'êtres dans le monde, ce sont précisément les corps que les intériorités habitent. De même, sur l'axe de l'intériorité, on peut percevoir une continuité, à savoir tous les êtres peuvent manifester une forme de conscience subjective, ou au contraire, être sensible aux discontinuités, à savoir les humains forment une classe à part en raison de leur intériorité distinctive. En conséquence, et malgré la grande diversité des qualités que l'on peut déceler dans les êtres et dans les choses, ou que l'on peut inférer des indices offerts par leur apparence et par leur comportement, il est plausible de penser que les systèmes de qualité eux-mêmes ne sont pas infinis, ne serait-ce que pour des raisons d'économie cognitive. Les ontologies guident nos inférences sur la nature des choses, de sorte que le nombre de mondes dans lesquels nous pouvons vivre simultanément ne peut pas être illimité. On deviendrait fou autrement. Comme nous venons de le voir, et comme l'a déjà dit Manuela, il n'y a probablement pas plus de 4 ontologies ou modes d'appréhension du monde, ou modes de construction de monde, ou de forme de mondiation, de façon de faire monde, chacun étant organisé en fonction des continuités ou des discontinuités que les humains identifient entre eux et le reste des existants, des congénères, des organismes, des artefacts, etc., etc. Tant sur le plan physique que sur le plan moral. J'ai formulé cette hypothèse il y a une vingtaine d'années dans un livre qui vient d'être traduit en portugais sous le titre « Para além de natureza e cultura » et elle mérite quelques éclaircissements car elle constituera l'épine dorsale de mon explication des images. J'ai fait un tableau pour que les caractéristiques de ces contrastes apparaissent plus clairement. Voilà. L'argument est synthétisé là. Commençons par l'animisme. Au vu des indices qu'il me fournit, je peux supposer que toute entité observable dans mon environnement,
possède une intériorité semblable à la mienne, qu'il s'agisse d'un animal, d'un artefact, d'une plante ou d'une simple présence perceptible par ses effets. Cette entité semble, comme moi, animée d'intentions propres, capable d'action et de jugement autonome. En revanche, l'apparence sous laquelle elle s'offre à ma perception diffère grandement de la mienne. Cette entité peut être couverte de plumes, d'écailles, de feuilles. Elle peut être dotée d'ailes ou de nageoires ou de racines. Elle peut être incapable de survivre hors de l'eau ou de se déplacer en plein jour. Autrement dit, cette entité, elle est prédéterminée par son corps à occuper une niche écologique spécifique pour y mener une existence distincte. Le monde du papillon n'est pas celui du poisson, ni celui de l'homme ou celui de l'arbre, et encore faudrait-il distinguer entre les différentes espèces de papillons, de poissons, d'arbres et d'humains. Car chacun de ces mondes est à la fois la condition et le résultat de l'actualisation des fonctions organiques particulières que d'autres espèces ne possèdent pas. En bref, je peux penser que la plupart des existants qui m'entourent, qu'ils soient réels ou qu'ils soient le produit de mon imagination culturellement déterminée, répondent aux caractéristiques suivantes. Leur intériorité n'est pas très différente de la mienne, mais ils se distinguent de moi par leur équipement physique et par le type d'opération que cet équipement leur permet d'accomplir et, de ce fait, par les points de vue contrastés que cet équipement leur offre sur le monde. Lorsqu'une telle attitude se généralise et se systématise au sein d'un groupe d'humains, on peut parler d'animisme. Une ontologie commune aux autochtones d'Amazonie et du nord de l'Amérique du Nord, de la zone subarctique et du nord de la Sibérie, ainsi qu'à des peuples d'Asie du Sud-Est et de Mélanésie. Les animaux, les plantes, les esprits, certains artefacts sont considérés et traités comme des personnes, des agents intentionnels, dont on dit qu'ils ont une âme, c'est-à-dire une faculté de discernement, de communication et de jugement moral qui en fait des sujets à part entière et avec lesquels les humains peuvent entretenir des relations de toutes sortes. En raison de leur position d'agents, la plupart des existants sont réputés organiser leur communauté de manière similaire à celle des humains. Ils ont des maisons, ils ont des chefs, ils ont des chamans, ils se marient selon les règles locales, ils s'adonnent à des rituels. Comme l'a noté le grand ethnographe russe Valdemar Bogoras il y a longtemps dans ses études sur les Tchouktches de Sibérie orientale, je le cite, « Même les ombres sur le mur constituent des tribus à part entière et ont leur propre pays où elles vivent dans des huttes et subsistent grâce à la chasse. Chaque forme de vie a donc morphologiquement distincte, a donc une forme d'existence qui diffère. Et si, malgré la différence des formes physiques, la communication entre humains et autres qu'humains est possible, le plus souvent dans les rêves, c'est parce que leurs corps sont perçus comme de simples vêtements recouvrant des intériorités similaires, c'est-à-dire capables d'échanger des messages significatifs avec d'autres entités dotées des mêmes facultés. Et en fait, dans de nombreuses parties de l'archipel animiste, le mot pour corps est le même mot que pour vêtements, là évidemment où l'on porte des vêtements. Pour représenter, pour figurer une telle ontologie, il est nécessaire de rendre visible simultanément l'intériorité des différentes sortes d'existants, non pas au sens de dépeindre
les subtilités psychologiques de leur moi, mais au sens d'indiquer qu'ils ont une subjectivité et de montrer que cette intériorité commune est logée dans des corps aux apparences très différentes. Corps de proie, corps de prédateurs, corps d'habitants du ciel, corps d'habitants de l'eau, etc. Corps qui doivent être identifiables sans équivoque par des indices d'espèce. Cette double exigence stipule déjà les conditions figuratives minimales de l'animisme. Par exemple, il exige un certain degré d'iconicité pour que les enveloppes physiques soient reconnaissables par leur forme générale, par un attribut ou par une attitude typique, voire par un mouvement. Il faut aussi que chaque figure soit représentée en son nom propre, dans sa singularité de sujet, parfois dans une relation de complémentarité avec un autre sujet, mais jamais dans une composition d'ensemble où son action propre se diluerait dans l'action des autres agents. Ce dernier point est intrinsèque à l'animisme. Chaque type d'existant intentionnel possède un point de vue légitime sur le monde, qu'il soit un humain, un animal, une plante, un esprit, de sorte que la figuration animiste ne peut jamais prétendre à une position privilégiée à partir de laquelle pourrait être représenté un assemblage réunissant un grand nombre d'êtres différents. Voilà une image animiste caractéristique. C'est un masque Yupik de l'Alaska qui était utilisé par les Yupik dans les rituels d'hiver lorsqu'ils invitaient les animaux, les esprits animaux à les visiter dans la maison commune. Et ces esprits animaux étaient figurés par des danseurs qui portaient un masque, des masques en général de ce type, et dans lequel on discerne à la fois une forme physique, qui est en l'occurrence la face d'un renard, et un petit visage humain inséré dans le front, ça peut être aussi dans l'œil, ça peut être dans l'oreille, qui est la marque de la subjectivité de type humain de l'esprit renard. Donc il ne s'agit pas d'un humain déguisé en renard, il s'agit d'un renard dont l'intériorité de type humain est signifiée par cet indice qui est un petit visage. Ce que je viens de décrire, évidemment, est très différent de l'ontologie qui nous est la plus familière, le naturalisme tel qu'il s'est imposé en Occident depuis plusieurs siècles. Les modernes, c'est-à-dire les gens qui croient à l'existence de la nature, se définissent comme ceux qui affirment que seuls les humains possèdent une intériorité, un esprit, une intentionnalité, une subjectivité, une capacité de raisonnement, une attitude réflexive, etc. Mais ils affirment aussi que les humains sont par ailleurs reliés au grand continuum des autres qu'humains par leurs caractéristiques physiques, comme les nuages, comme les lampadaires, comme les papillons. L'existence matérielle des humains est régie par des lois auxquelles aucun d'entre eux ne peut se soustraire. Et cette façon d'inférer des qualités aux objets de notre perception peut être appelée naturalisme, car elle a pour effet de dissocier clairement dans l'architecture du monde, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le naturel, domaine des régularités physiques prévisibles car régies par des principes universels, du social et du culturel, les conventions humaines dans toute leur diversité instituées. Il en résulte une dissociation entre la sphère des humains, seuls capables de discernement rationnel, d'activité symbolique
et de vie sociale, et la foule immense des autres qu'humains, voués à une existence mécanique et non réflexive, une dissociation sans précédent qu'aucune autre civilisation n'avait pu imaginer et systématiser. Et si cette ontologie a permis un développement sans précédent des sciences et des techniques, elle a aussi eu pour effet non seulement de désenchanter le monde, pour reprendre l'expression de Max Weber, mais aussi et surtout de rendre difficile la compréhension des collectifs humains qui n'étaient pas fondés sur les mêmes principes. Car les notions centrales à travers lesquelles nous conceptualisons la cosmologie moderne, nature, culture, société, histoire, progrès, etc., sont en fait ces notions aussi récentes que les réalités qu'elles désignent, forgées pour l'essentiel au cours du XVIIIe siècle pour rendre compte des profondes transformations subies par les sociétés européennes. Elles manquent donc ces notions de pertinence pour rendre compte de civilisations qui, n'ayant pas connu la même trajectoire historique, ne posent pas les limites entre humains et autres qu'humains, là où nous, les Européens, les avons, et modernes, nous-mêmes établis. Dans le cas présent, le contraste entre la vie intime des sujets et les contraintes matérielles qui les entourent définit les principes directeurs du figurable. Car les deux traits qu'une ontologie naturaliste doit prioritairement objectiver sont l'intériorité distinctive des humains en général et de chacun d'eux en particulier. Autrement dit, le génie de l'espèce et l'esprit de ses membres. Et le deuxième trait, c'est la continuité physique des êtres et des choses représentées de manière homogène dans un espace homogène, un théâtre de la nature où le rôle de chaque personne, animal, plante ou artefact, est écrit dans ce langage unique que l'esprit scientifique a fait naître. Je vais donner un exemple. C'est un triptyque de l'Annonciation de Robert Campin. C'est un peintre pour lequel j'ai beaucoup d'affection. On a retiré le panneau central de l'Annonciation pour montrer sur le panneau de gauche les donateurs et sur le panneau de droite Saint-Joseph. Et là, on voit très bien ces deux caractéristiques que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir l'intériorité distinctive des humains, tout particulièrement dans le couple des donateurs, avec ce regard et ce sentiment de piété qui imbue leur visage, et d'autre part, ce théâtre du monde décrit dans toutes ses particularités que constitue l'atelier de Saint-Joseph. Que cette entreprise figurative du naturalisme soit celle sur laquelle on dispose du plus grand nombre d'informations, qu'elle soit aussi peut-être la plus réflexive et qu'elle ait depuis Alberti au moins une foule de commentateurs attitrés, ne sont pas les moindres des difficultés qu'il faut affronter pour en rendre compte. Une troisième formule, idéalement illustrée par le totémisme australien, s'oppose à l'animisme et au naturalisme en ce qu'elle choisit d'ignorer les discontinuités évidentes entre humains, plantes et animaux, essentiellement les discontinuités de forme, et c'est très difficile pour nous qui, depuis Aristote, avons l'habitude de penser les différences essentiellement à travers des différences morphologiques. Et elle met au contraire l'accent, cette formule, sur le partage au sein d'une classe nommée d'un ensemble de qualités morales et physiques qui s'appliquent indifféremment aux humains et aux autres qu'humains. Ces qualités, transmises par les semences d'un prototype ancestral,
Elle ne renvoie pas tant à la forme des corps, donc, qu'aux substances qui les composent, aux dispositions qui les habitent, au tempérament qu'ils manifestent, rendant ainsi plus vraisemblable l'idée d'une relation d'identité entre des types d'organismes aux apparences très différentes. Les qualités communes aux membres de la classe, donc des groupes totémiques, certains humains, des kangourous, des moustiques, des ignames sauvages, etc., ça peut être d'une grande diversité, les différencient en blocs des membres d'autres classes appartenant au même système et qui contiennent d'autres humains, mais aussi des émeus, des goannas, des baleines, des acacias, etc., etc. Chaque classe est donc ontologiquement autonome en ce qu'elle incarne une essence particulière localisée dans un site spécifique, bien qu'elle soit fonctionnellement dépendante des autres classes, notamment pour la partie humaine de ces classes, pour l'accès aux conjoints, pour l'accès au territoire de chasse, pour l'accès aux services rituels. Enfin, chaque classe s'identifie principalement par le nom de son totem, un être qui vivait autrefois sur Terre, dans ce qu'on appelle dans la littérature ethnographique le temps du rêve, et dont les membres humains et autres qu'humains du groupe qu'elle incarne sont physiquement dérivés. Le totémisme est donc bien plus qu'un système de classification utilisant des contrastes entre les espèces naturelles pour signifier des contrastes entre les groupes sociaux, comme Lévi-Strauss l'avait soutenu dans le totémisme aujourd'hui. Il s'agit d'une ontologie où les qualités perçues dans les êtres et les lieux sont détectées et distribuées de manière originale. Très bizarre pour nous, très contre-intuitive. De toutes les ontologies, c'est probablement la plus contre-intuitive, précisément parce qu'elle ne rend pas compte des différences de forme. Comment rendre visible une telle abstraction ? Des classes totémiques qui rassemblent les humains et des autres qu'humains aux apparences très différentes, mais tous liés par une origine commune et par des dispositions partagées. Eh bien, en montrant l'identité profonde de leurs membres telle qu'elle découle des propriétés du totem dont ils sont issus. Et cette identité, elle est à la fois interne, parce que les membres de la classe totémique incorporent une même essence, pour employer le fourbi conceptuel que nous avons hérité de la philosophie grecque, dont le nom synthétise le champ des prédicats qu'ils possèdent en commun, mais c'est une identité qui est aussi physique, parce que les membres de cette classe sont constitués des mêmes substances, sont organisés selon la même structure et possèdent par conséquent le même type de tempérament. Homologie de structure et référence partagée à un prototype commun sont les caractéristiques que la figuration totémique s'efforcera de faire apparaître dans les images. Je vous en donne ici un exemple qui est tout à fait caractéristique d'un style figuratif caractéristique du nord-ouest de l'Australie qu'on appelle le style en rayon X et qui consiste à dépeindre le totem en figurant son squelette et ses organes. Et vous remarquerez que le totem est figuré de telle façon qu'il n'est pas dans un environnement particulier, il n'est pas en interaction avec d'autres êtres, c'est un modèle, c'est un patron. C'est une structure incarnée, si on peut dire. La dernière formule inverse la précédente. Au lieu que les humains et les non-humains se confondent dans une classe parce qu'ils partagent une essence et des substances communes, ce sont au contraire toutes les composantes du monde, tous les états et toutes les qualités que le monde contient, toutes les parties dont sont faits les existants, qui se distinguent les uns des autres et se différencient en autant d'éléments singuliers. À la manière des Wanwu, les 10 000 essences de la Chine ancienne,
ou de la myriade d'entités composant la grande chaîne de l'être dans la cosmologie médiévale, cette ontologie repose sur le fractionnement et sur l'individuation des propriétés des êtres et des choses. Et pour qu'un monde composé d'un si grand nombre d'éléments singuliers soit concevable par les humains, pour qu'il soit même habitable de manière pratique, sans que l'on se sente trop happé par le hasard, il est nécessaire de relier dans un réseau de correspondance systématique les multiples parties qui le composent. Or, dans leurs formes les plus visibles, ces correspondances reposent toutes sur la figure de l'analogie. C'est le cas, par exemple, des corrélations entre microcosme et macrocosme établies par certains systèmes divinatoires. C'est le cas de la théorie médicale des signatures. C'est le cas de la géomancie chinoise et africaine. C'est le cas encore de l'idée que des désordres sociaux, inceste, parjure, négligence des rituels, conduisent à des catastrophes climatiques. C'est pourquoi l'on peut appeler analogisme cette ontologie de l'atomisation et de la recomposition qui a dominé l'Europe de l'Antiquité à la Renaissance et dont on trouve encore de nombreuses illustrations contemporaines dans les civilisations extrême-orientales, en Afrique de l'Ouest ou dans les communautés indigènes des Andes et du Mexique. Face à l'évidence que le monde est peuplé d'une infinité de singularités, on se sent obligé de les organiser en chaînes signifiantes et en tableaux d'attributs pour tenter de donner un sens et un ordre aux destins individuels et collectifs. Comparée à d'autres ontologies visuelles, la figuration analogiste présente des caractéristiques inhabituelles. L'analogisme, on vient de le voir, se fonde sur la conscience d'une discontinuité générale des intériorités et des physicalités, conduisant à un monde peuplé d'atomes, un monde profus et fragmenté dans lequel l'homme s'efforce de réduire la prolifération des différences en détectant des réseaux de correspondance entre les existants ainsi qu'entre les parties qui les composent afin de donner un sens à leur comportement. Or, dans une telle ontologie, où l'ensemble des existants est fragmenté en une pluralité d'instances et de déterminations, il existe nécessairement de nombreuses manières de représenter l'association de ces singularités, de sorte que l'objectivation de l'analogisme dans des images prendra des expressions plus diverses que dans d'autres modes d'identification. Par exemple, et dans la mesure où l'analogisme met l'accent sur la désintégration des intériorités et sur leur dispersion dans une multiplicité de supports physiques, on peut s'attendre à ce qu'un effort soit fait pour désubjectiver l'intériorité des humains et des autres qu'humains, afin qu'elle soit disséminée et couplée à une physicalité, elle aussi, distribuée. Et pour ce faire, il est nécessaire de rendre visible un ensemble de discontinuités faibles et cohérentes, soit directement dans un objet unique, de nature ostensiblement composite, par exemple une chimère, soit indirectement par des effets d'enchâssement métonymique de l'image et de ce qu'elle représente. En d'autres termes, la finalité figurative de l'analogisme est avant tout de rendre présents des réseaux de correspondance entre des éléments discontinus, finalité qui implique de multiplier les composantes de l'image pour mieux désindividualiser son sujet. En voici un bon exemple. C'est une messa rituelle de curandero dans les Andes du Pérou, à Cajamarca, qui est composée, comme vous pouvez le voir, d'une très grande diversité d'éléments. Ce sont à la fois des
des bastons de mando, c'est-à-dire des bâtons des autorités traditionnelles, ce sont des armes blanches pour l'essentiel, ce sont des statuettes du culte catholique, ce sont aussi des objets précolombiens, ce sont des fioles avec des préparations de toutes sortes. Et cette messa constitue une image en tant que telle, et la capacité d'agir de cette image vient du fait que le praticien, le curandero, va tracer un chemin entre différents éléments de la messa qui correspond, ce chemin, à ce qu'il perçoit de l'étiologie de l'infortune dont souffre le patient qui vient le consulter. Donc il constitue sur le moment un réseau de correspondance à la fois interne à l'image et qui vient réverbérer en quelque sorte un trajet biographique qui est celui du patient, de façon à multiplier en quelque sorte les correspondances à la fois internes et externes. Alors ces 4 systèmes de qualité détectés dans les objets du monde et rendus visibles dans les images peuvent parfois s'incarner ici ou là dans des ontologies très cohérentes, exprimant les principales caractéristiques de chaque formule dans des énoncés publics de nature diverse, des traités philosophiques et médicaux, des récits étiologiques, des mythes, des discours rituels. De ce point de vue, par exemple, on peut dire que l'animisme est bien représenté par l'ontologie inuite, le totémisme par l'ontologie des aborigènes australiens, le naturalisme par la philosophie kantienne ou l'analogisme par l'ontologie des cultures autochtones andines. Très souvent, toutefois, ces systèmes de qualité n'existent que comme une tendance ou bien se chevauchent partiellement, et donc plutôt que de les considérer comme des visions du monde, fermées et cloisonnées, il faut les comprendre comme les conséquences phénoménales de 4 types distincts d'inférence sur l'identité des objets qui nous entourent ou que nous imaginons. Tout être humain est capable de mobiliser l'un ou l'autre de ces types d'inférences selon les circonstances, mais les jugements d'identité récurrents qu'un être humain aura tendance à faire, tel objet appartient à telle catégorie et peut être rangé aux côtés de tel autre objet, suivront la plupart du temps le type d'inférence privilégié par la communauté dans laquelle il a été, cet être humain, élevé et socialisé. Donc l'idée générale que j'ai voulu mettre en évidence, c'est que les jugements d'identité ne s'expriment pas uniquement dans des énoncés, qu'ils sont aussi visibles dans des images, et que figurer, en somme, revient à rendre visible le cadre ontologique de monde partagé. En effet, si l'on entend par figuration cette opération universelle par laquelle des objets matériels, y compris les corps humains, se transforment en agents de la vie sociale parce qu'on leur donne la fonction d'évoquer avec plus ou moins de vraisemblance un prototype réel ou imaginaire, alors cette façon immémoriale de rendre présentes des choses invisibles ne peut échapper aux contraintes imposées par les 4 modes d'inférence que j'ai évoqués plus haut. Chacun d'eux devra guider ce qui est représentable et ce qui ne l'est pas, car chacun détermine à sa manière ce qui, dans le tissu continu des choses et dans le flux des images possibles, peut être discerné ou non, peut être fantasmé ou non. Ainsi, un animal ne sera évidemment pas représenté de la même manière s'il est conçu comme un sujet, comme l'implique l'animisme,
ou perçu comme un emblème représentant un ensemble de qualités, comme le suppose le totémisme, ou considéré comme un objet sans intériorité, comme l'exige le naturalisme, ou enfin constitué de parties corporelles hétérogènes, reliées chacune à un aspect du cosmos, comme le propose l'analogisme. Donc ce que j'ai tenté de faire dans les formes du visible, c'était de mettre en évidence pour chaque mode d'identification un mode de figuration correspondant qui est définissable par 3 critères. Premièrement, la manière dont est rendu tangible pour un spectateur le système des qualités exprimé dans les images par un certain type de mondiation. Deuxièmement, le type de puissance d'agir ou d'agence dont ces images semblent faire preuve et les circonstances particulières dans lesquelles cette image est activée. Troisièmement, les moyens visuels mis en œuvre pour leur faire à ces images produire un effet. Donc la figuration ainsi comprise ne renvoie pas à des recettes formelles ou à des archétypes iconologiques, elle rend manifeste les liens entre la structure d'une ontologie et les moyens mis en œuvre pour permettre à une image de représenter cette structure et de la rendre active. Bref, ce qui m'intéresse, c'est une morphologie des relations, et non pas une simple typologie des formes, en dépit du titre de ce livre. Les 3 grandes questions que pose la figuration et auxquelles j'ai tenté d'apporter une première réponse me semblent donc claires. Tout d'abord, que cherche-t-on à objectiver par la figuration? En d'autres termes, quels traits de telle ou telle ontologie seront-ils rendus saillants dans les objets figuratifs les plus courants? Deuxièmement, de quel type d'agence ces images seront-elles investies? Enfin, quelles options visuelles ont été adoptées pour rendre visible telle ou telle propriété attribuée à l'intériorité et à la physicalité, ou telle disposition que ces propriétés induisent dans telle ou telle classe d'existants. Alors évidemment, le moyen utilisé pour répondre à ces questions, moyen dont l'anthropologie a fait depuis longtemps un usage fructueux, c'est le comparatisme. C'est-à-dire, c'est en contrastant les objets et les phénomènes que l'on fait le mieux ressortir leurs caractéristiques. Une nature morte ou un paysage marin apparaissent comme des figurations évidentes de ce qu'ils représentent, jusqu'à ce que l'on s'aperçoive que presque personne, en dehors de l'Occident, n'a représenté de telles choses, et que les conventions de représentation de l'environnement physique, de l'individualité humaine ou des non-humains, qui nous paraissent si naturelles, sont ailleurs absentes ou bien distinctes. Donc, loin de vouloir mettre en évidence de fausses similitudes, des homologies bancales ou des continuités trompeuses, je cherche à mettre en évidence des contrastes entre des images saisies dans un même espace de transformation, à savoir l'opposition entre intériorité et physicalité, car c'est de la différence systématiquement organisée que peut naître l'intelligibilité des formes et des processus. Je viens d'évoquer les 3 questions auxquelles je tente de répondre. La première est ontologique. Quelles sont les caractéristiques du monde que les images nous donnent à voir? La deuxième est formelle. Quels sont les moyens visuels utilisés par les créateurs d'images pour parvenir à cet objectif? La dernière question est pragmatique. Quels sont les dispositifs et les circonstances d'ostension des images qui les transforment en agents iconiques? L'hypothèse que j'ai développée dans ce livre, c'est que ces 3 questions sont liées,
Plus précisément, que les régimes ontologiques qui régissent la figuration des images conditionnent leur organisation formelle et les différentes manières de les animer ou de leur prêter vie. J'ai déjà dit un mot des 4 régimes ontologiques des images. Je voudrais maintenant préciser ce que j'entends lorsque je propose que ces régimes ontologiques se différencient aussi par leur géométrie de représentation et par les mécanismes de leur animation. La transposition d'objets tridimensionnels sur une surface plane nécessite de faire des choix parmi une gamme de solutions optiques souvent interdépendantes qui impliquent bien plus que des options de perspective. Le premier critère concerne le point de vue, c'est-à-dire l'alternative de construire l'image à partir d'une seule position d'observation, comme dans la perspective linéaire, ou à partir de points de vue multiples, comme c'est le cas par exemple de la représentation qu'on a appelée dédoublée de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, une technique sur laquelle Franz Boas avait déjà attiré l'attention il y a un siècle dans son livre Primitive Art. Il faut en rappeler le principe. Il s'agit de produire une image en 2 dimensions qui montre les aspects d'un être, peut-être un humain, un animal, un esprit, habituellement cachés en vue frontale, tels que le dos et une partie des flancs. Et pour ce faire, il faut déployer des 2 côtés de son corps et parfois sa partie postérieure de part et d'autre d'une ligne médiane imaginaire tracée du haut de son visage au bas de son bassin. Et l'une des illustrations les plus connues de ce processus, c'est cette image qui est fournie par Boas et de la peinture d'un ours sur un fronton de maison Tsimshian, ours dont les flancs vus de face sont réunis de part et d'autre par un pli central invisible qui prend naissance au fond d'une fente du front de l'animal pour aller jusqu'à son bassin. Vous voyez, c'est ça qui indique qu'il s'agit d'un dédoublement de la représentation ou d'un double point de vue sur l'animal. Sinon, bien sûr, sa tête serait ici arrondie. Aussi étrange que cela puisse paraître à un œil exercé comme les nôtres à la perspective linéaire, ce type de disposition permet en fait de représenter un plus grand nombre de caractéristiques physiques du modèle, y compris celles qu'un œil humain ne peut voir simultanément. Il s'oppose ainsi à la vision illusionniste de la peinture européenne, qui reproduit la vision du regard en omettant de représenter ce qui ne peut être perçu, par exemple, l'autre côté d'un visage vu de profil. Et dans l'iconographie de la côte nord-ouest, ce que la tradition occidentale appelle réalisme, c'est un réalisme d'ordre conceptuel, c'est-à-dire fidèle à une restitution vraie des propriétés des êtres et non imitatif des apparences. On peut remarquer d'ailleurs que la construction d'espaces visuels polyperspectivistes, c'est-à-dire saisis de différents points de vue, n'était pas inconnue en Europe avant le naturalisme. Elle était commune au Moyen-Âge. C'est d'ailleurs l'illustration qui a été choisie pour la couverture de la traduction en portugais des formes du visible. Vous voyez ici que sur cette scène de chasse, il y a différents points de vue. On voit le chasseur qui nage dans un étang vu à vol d'oiseau.
ces vêtements sont aussi vus à vol d'oiseau. En revanche, le faucon qui est en train de se saisir d'un canard est vu de face, de même que les fleurs qui entourent l'étang. Donc on aura compris à travers cet exemple que la variable du point de vue est fondamentale car elle révèle d'emblée les différences formelles des options figuratives. À partir du XVe siècle et jusqu'à la révolution cubiste qui réhabilite brillamment la multiplicité des points de vue, la plupart des images européennes sont construites à partir d'une perspective d'observation unique, et c'est un choix complètement inhabituel dans l'histoire de la figuration et qui devient exceptionnel lorsque, comme en Europe, il se combine à une autre particularité, à savoir l'adoption d'une distance modérée par rapport au centre de la projection. Cette préférence est illustrée par le précepte classique de Leonardo da Vinci, selon lequel le peintre doit se placer à une distance au moins 10 fois supérieure à la taille de l'objet à représenter. Et donc la perspective linéaire, telle que définie par les principes de construction d'Alberti, correspond aux caractéristiques formelles issues d'un point de vue unique situé à une distance modérée auquel est appliquée une transformation projective impliquant une convergence des lignes de projection entre le sujet de la composition et le point d'observation, ainsi qu'une obliquité entre le plan de l'image et le plan du sujet, ce qui est parfaitement figuré ici en image par le perspectographe d'Albrecht Dürer. C'est le naturalisme expliqué aux enfants, si je puis dire. On l'aura compris à travers cette... Pour poursuivre sur la perspective, dans son célèbre essai de 1927, La perspective comme forme symbolique, Panofsky a montré que ce choix inhabituel de construction de l'espace visuel avait pour effet de rendre visible une nouvelle relation entre le sujet et le monde, entre le point de vue humain et un espace mathématiquement construit dans lequel la forme, la disposition et la taille donnée aux objets sont fonction de leur distance et de leur orientation par rapport à l'observateur. Cette nouvelle forme de mondiation présente donc le paradoxe que l'espace infini et homogène qu'elle crée est nécessairement construit et orienté à partir d'une position arbitraire. Elle crée une distance entre le sujet humain et le monde, tout en confiant au sujet humain la condition de l'autonomisation du monde. L'expression qu'emploie Panofsky pour décrire cela, c'est l'objectivation du subjectif. Et de ce point de vue-là, la perspective linéaire institue le face-à-face entre l'individu et la nature, dont l'ontologie moderne est porteuse et que la peinture de paysage incarne le mieux dans le champ artistique. À un point d'observation unique focalisant une transformation projective à moyenne distance, presque toutes les autres traditions iconographiques ont préféré des points d'observation multiples et une transformation orthogonale vue à l'infini optique, moyens les plus sûrs de découpler les objets que l'on veut rendre visibles d'une intentionnalité humaine trop évidente. Et donc dans tous les autres régimes figuratifs, mais avec des variations notables, il est entendu que les objets figurés représentent des êtres, des lieux ou des phénomènes dans lesquels l'homme n'a aucune part réelle, qu'il s'agisse de prototypes totémiques, de divinités, de cosmogénèse, d'esprit ou de lieux enchantés. Leur point de vue, leur pouvoir de reproduction ou leur atmosphère particulière
doivent être évoquées en minimisant autant que possible la part de l'homme dans leur figuration. C'est le cas, par exemple, de cette représentation d'une cosmogénèse par un peintre Huichol. Non seulement on pourrait commenter très longuement la peinture, c'est une cosmogénèse, donc c'est une opération très compliquée, mais non seulement chaque figure se présente sous un point d'observation différent de celui de ses voisines, mais l'ensemble des images, l'ensemble de l'image, est un jeu kaléidoscopique de juxtaposition, d'écho et d'englobement d'une multitude de points de vue, dont celui du spectateur. Donc on continue dans le monde contemporain, puisque c'est une figuration contemporaine, à faire du polyperspectivisme avec enthousiasme, c'est une pensée consolante. Au-delà de l'éclairage que chaque régime figuratif apporte sur le mobilier d'un monde et sur les relations entre les objets qu'il compose, au-delà de ce qu'il révèle des processus formels qui construisent l'espace pictural et guident la manière dont les spectateurs voient ce qui s'offre à leur regard, chaque régime se caractérise aussi, je l'ai dit tout à l'heure, par le type d'animation que prêtent aux images ceux à qui elles sont destinées, mais aussi par la nature des lieux et des occasions dans lesquels ces images s'animent et par les dispositifs relationnels au sein desquels cette animation devient opératoire. Car les images et les particularités de leur comportement en tant qu'agents ordinaires de la vie sociale n'échappent pas au carrousel de transformation qui distribue à la surface de la Terre les existants et leurs prédicats. Et c'est à cette aune qu'il faut considérer les modalités de leur animation. Une image qu'elle adresse un sourire énigmatique à un groupe de touristes chinois visitant le Louvre, ou qu'elle présente un visage baigné de larmes à une âme pieuse agenouillée dans la chapelle latérale d'une église toscane, qu'elle soit face à un enfant terrifié sur la place d'un village amazonien, ou qu'elle salue une sœur lors d'une promenade en palanquin dans l'Himalaya, une image ne s'adresse pas de la même manière à ceux qui la regardent et se laissent regarder par elle, parce qu'on se laisse regarder aussi par les images. Et affirmer que les impressions produites sur la personne qui interagit avec une image seraient causées à chaque fois par le même mécanisme projectif suppose que ces effets sont identiques dans chacune des occurrences, ce qui n'est évidemment pas le cas. Si l'on accepte le type de pluralisme ontologique que je défends ici, la variabilité des types d'actions attribuées aux images n'est pas surprenante. Selon le mode d'identification qui prévaudra dans le monde singulier dont chaque collectif fait l'expérience, les êtres dont ce monde est composé et les qualités qui leur sont attribuées seront très différents de ceux que d'autres collectifs auront détectés dans la trame des phénomènes offerts à leur observation. De sorte que le degré d'autonomie de ces êtres, les comportements attendus d'eux, leur capacité à intervenir dans la vie des humains, les situations dans lesquelles ils peuvent manifester leur propriété vont fluctuer également en fonction des types, des filtres ontologiques employés ici et là dans le processus d'élaboration du monde. Alors, il serait probablement aventureux de prétendre que chaque régime ontologique sous lequel les images sont représentées coïncide avec un seul type de puissance d'agir. Les fonctions que l'on fait assumer aux images, les circonstances de leur ostension et les réseaux sociaux dans lesquels elles s'insèrent sont trop divers pour que de telles correspondances puissent être systématiques. Néanmoins, on peut identifier des formes dominantes de transformation des artefacts iconiques en agents
c'est-à-dire soit en leur attribuant des intentions, et c'est ce que fait l'animisme, soit en manipulant leurs traces, comme c'est le cas dans le totémisme, soit en interprétant leur comportement à la manière des analogistes, soit en s'illusionnant sur leur réalité, à l'instar des spectateurs naturalistes. Je ne vais pas avoir le temps de développer ces propositions. Si elles vous intéressent, elles sont longuement détaillées dans le livre qui vient de sortir. Enfin, je voudrais conclure en précisant les limites d'un projet qui peut paraître trop ambitieux. L'infinie variété des images, leur hybridation croissante, l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons dans bien des cas de ce qui a motivé leur genèse et de la manière dont elles ont été reçues, rendent illusoire l'application automatique de critères discriminants qui fonctionneraient comme des universaux. Tout au plus peut-on tenter de discerner les tendances figuratives propres à chacun des 4 grands modes d'identification que j'ai distingués, non pas en examinant l'ensemble de l'iconographie des aires culturelles ou des périodes historiques qui leur correspondent, ce qui est évidemment impossible, mais en s'appuyant dans cette tâche sur une double garantie de vérification. D'une part, prouver que ces tendances sont décelables partout où j'avais préalablement isolé sur des indices purement discursifs la présence de l'un de ces modes d'identification. D'autre part, s'assurer que là où plusieurs tendances semblent coexister au sein d'un même collectif, il est possible d'établir que c'est le résultat de combinaisons historiques ou structurelles dont la logique peut être mise au jour. Pour donner une idée de la manière dont s'organisent ces combinaisons, j'ai consacré un chapitre de mon livre « Les formes du visible » à un cas particulier d'hybridation, en l'occurrence entre totémisme et animisme. Il provient de chez les Tsimshian, de la côte pacifique du Canada, où coexistent des images animistes utilisées dans des rituels et des images totémiques utilisées pour dénoter des positions sociales. Or, ces images représentent souvent la même chose, mais avec des conventions différentes. On peut prendre le cas de l'aigle, qui est en même temps l'un des 8 animaux totémiques Tsimshian, donc pourvoyeur de motifs et de noms pour les blasons, et un esprit couramment incarné dans certaines cérémonies par un acteur revêtu d'un masque tel que celui qui appartenait au chef Somedik que l'on voit ici. Le porteur du masque, et donc c'est la photographie sur la gauche, se déplaçait dans l'assistance en imitant le comportement agressif de l'aigle, et il donnait des coups de serre au passage, chaque personne griffée recevant ensuite un cadeau pour sa peine. Mais ce chef, ça me dit, était aussi un membre éminent du clan de l'aigle, et à ce titre, il avait le droit d'exhiber un blason sous la forme, par exemple, d'une coiffe d'apparat dans le genre de celle qu'il aborde dans cette illustration. Donc ici, sur la gauche. Alors, elle n'est pas très visible. Il s'agit sans doute d'un aigle naturalisé, qui est donc un couvre-chef héraldique en usage chez les chefs et chez les personnages de haute lignée. En conséquence, et comme le montre on ne peut plus clairement la juxtaposition de ces 2 photos, quand un Tsimshian porte un masque d'aigle dans une cérémonie animiste, il personnifie un esprit qui lui est contemporain, qu'il a rencontré, qui lui sert d'esprit gardien. Quand il porte dans un potlatch, comme c'est le cas dans la photo de droite, une coiffe cérémonielle comportant l'image d'un aigle, il arbore un blason témoignant d'une qualité totémique héritée. Et donc ce qui est intéressant chez les Tsimshian, c'est que
les fabricants d'images, la nature même des images était distinguée par des termes différents qui opposaient les deux catégories d'images. Les fabricants étaient différents et ces images étaient utilisées dans des rituels qui étaient très clairement distingués. Alors vous me direz, un seul cas, c'est peu, si on admet que l'hybridation des ontologies et donc des images n'a rien d'exceptionnel. Mais c'est suffisant, me semble-t-il, si l'on suit Marcel Mauss lorsqu'il remarque, je le cite, que c'est une erreur de croire que le crédit d'une proposition scientifique dépend du nombre de cas où l'on croit pouvoir la vérifier. À cet égard, ajoute-t-il, la réalité d'une relation établie dans un seul cas mais méthodiquement et minutieusement étudiée est plus certaine que la preuve fournie par un fatras de faits empruntés confusément aux cultures les plus diverses. Du reste, ce à quoi j'aspire avec ce livre n'est pas de donner des leçons, c'est d'inciter à explorer le pluralisme ontologique des images et donc les circonstances de leur combinaison dans des formes hybrides de mondiation. Bref, mon ambition, c'est d'éveiller des vocations à un nouveau type de comparatisme qui ne suivent pas les deux principes directeurs classiques de l'histoire de l'art, l'analyse génétique par l'étude des transmissions et l'analyse contextuelle par l'étude des influences, mais qui embrassent franchement la systématique des différences formelles dans l'esprit de l'anthropologie structurale dont je revendique pleinement l'héritage. Merci.